Quand je me pose la question de la séparation des critiques, la philosophie m'apparaît comme une reine. Mon propos est teinté d'ironie puisqu'elle ressemblerait à un souverain qui posséderait un pouvoir absolu, mais limité à son petit territoire. Non que la philosophie serait en mesure de statuer une fois pour toutes sur la légitimité de tous les énoncés du monde, mais je dirais plutôt qu'elle ne pourrait garder sa cohérence qu'à l'intérieur d'elle-même, qu'en référence à sa propre histoire ou à ses propres modèles de langage. Une frontière se dessinerait et permettrait de garder la cohérence du domaine. Au regard des discours dominants, il semblerait qu'il faille absolument étanchéifier un intérieur et un extérieur de la philosophie. D'après ce que nous dit Merleau-Ponty, ce serait Hegel qui a créé cette séparation. Malheureusement, dans la folie du XIXe siècle, la philosophie comme outil de la vérité ne se serait pas limitée à son milieu géographique initial. Hegel aurait été celui qui aurait hiérarchisé les différentes traditions de spéculation en mettant au sommet les héritiers de la Grèce qui étaient capables de discerner le vrai du faux par l'outil d'une réflexivité libre. Les autres pensées n'auraient pas eu la chance de dépasser le puissant déterminisme de la nature. Cette argumentation validant l'infériorité supposée des pensées extra-occidentales aurait été un outil féroce de l'impérialisme et de la colonisation. En effet, je pourrais énoncer cette situation de la manière suivante. Nous, Européens du XIXe siècle, savons qui vous êtes, mieux que vous ne pourrez jamais le savoir, à moins que vous deveniez vous-même Européens. Vous connaître vous-même reviendrait ainsi à disparaître. La philosophie serait alors ce domaine qui déguste et finit par manger les autres pensées extérieures, elle serait un outil de digestion. Heureusement, nous ne sommes plus au XIXe siècle, et je compte maintenant suivre des penseurs dont je ne peux absolument pas supposer qu'ils auraient une quelconque sympathie pour une forme de supériorité, ou même plus simplement qu'ils seraient des nostalgiques d'un idéal transcendant qui obligerait l'entièreté des hommes à s'y vassaliser. Je choisis plutôt une philosophie qui se réclamerait du matérialisme, et qui comme Nietzsche affirmerait que les idées transcendantes ont été inventées par les hommes. Des auteurs qui refuseraient la transcendance, mais qui tenteraient tout de même de constituer un système philosophique. En 1991, Gilles Deleuze et Félix Guattari formalisèrent une définition dans leur ouvrage fameux « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'est un livre dans lequel les auteurs déploient un discours qui me semble construit en tension avec la philosophie de l'histoire de Hegel. La réponse à la question du livre est simple en apparence, je la cite. : La philosophie est l'art de former, de fabriquer des concepts. Le philosophe serait donc l'individu qui crée un concept. C'est un acte produit par des humains, et non un je ne sais quoi de révélé ou d'issu d'une transcendance quelconque que la destinée ou la chance aurait permis d'éclairer certains peuples plutôt que d'autres. Deleuze et Guattari nous disent ainsi, je les cite, : Platon disait qu'il fallait contempler les idées, mais il avait fallu d'abord qu'il crée le concept d'idée. Il me semble qu'avec ces deux auteurs, je naviguerai dans un univers mental et historique, dans lequel tout est très humain, tout est production dans un contexte déterminé et délimité, dans la droite ligne d'un Nietzsche qui affirmait que, je cite, : Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Envisager la philosophie de cette manière m'empêcherait de penser que ce domaine puisse dévoiler des essences. Ainsi, je cite l'ouvrage de Deleuze et Guattari, : Le concept dit l'événement, non l'essence de la chose. Définir la philosophie comme une construction de concepts, une construction de schémas langagiers, pourrait potentiellement éviter de séparer les domaines de pensée entre ce qui serait issu de la Grèce et ce qui serait issu des autres fonds culturels. À partir du moment où la philosophie ne serait pas définie comme la pratique du langage grec, qui aurait en soi des mots permettant de décrire et de coller à la réalité, par exemple le concept d'être, le concept de vérité, le concept du bien, je serais en mesure de supposer que serait philosophique toute forme d'invention à partir d'une spéculation langagière. Et donc, par exemple, il n'y aurait possiblement pas de séparation radicale entre une spéculation issue de la langue du grec ancien et une spéculation issue de la langue du chinois ancien. Eh bien non, tout matérialiste que soient Deleuze et Guattari, il y aurait néanmoins chez eux une séparation dans la nature des constructions langagières entre celle issue de la Grèce, que l'on appelle couramment occidentale, et celle issue du reste du globe. Le philosophe fabriquerait des concepts et les autres ne formeraient que des figures. Je cite. : Le vieux sage venu d'Orient pense peut-être par figure, tandis que le philosophe invente et pense par concept. Je me retrouve face au couple du sage et du philosophe, qui oppose concept et figure, mais qui au final ne fait que continuer cette séparation qu'avait entamée Hegel, certes sous une version plus soft, mais pas pour autant plus accueillante envers une pensée extra-occidentale dans le cadre de la philosophie. Que serait donc une figure d'après Deleuze et Guattari ? En quoi celle-ci se différencierait-elle du concept ? En termes deleuziens, la figure serait le résultat d'une transcendance qui se projetterait sur un plan d'immanence. Ou sous une forme moins obscure, la figure permettrait de regrouper l'ensemble des symboles résultant de spéculations non philosophiques. Je les cite. : C'est seulement de ce point de vue qu'on peut rapprocher les hexagrammes chinois, les mandalas hindous, les séphiros juifs, les imaginaux islamiques, les icônes chrétiennes, pensées par figure.
La notion de figure, qui rassemble de nombreuses schématisations à l'exception du concept de philosophie, serait la projection d'une transcendance sur une surface. Elle produirait des correspondances entre différents niveaux sous une même transcendance. Que cette transcendance soit produite par un dieu ou par un despote, peu importe. La figure serait une représentation, une objectivation de cette hiérarchie humaine ou divine, en la naturalisant sous une forme paradigmatique. Métaphoriquement, la figure serait une feuille sur laquelle s'imprimerait l'empreinte d'un référent, par exemple la figure du Christ qui s'imprime sur le linge de Sainte Véronique, ou encore le mandala qui figurerait une architecture divine, cosmique et politique. Mais d'après Deleuze et Guattari, tous ces modèles de représentation ne seraient pas de même nature que ce que le philosophe construit, c'est-à-dire le concept. Dans le livre Qu'est-ce que la philosophie, il me semble notable que la notion de figure ne recouvre pas uniquement les sagesses orientales, mais aussi les religions monothéistes et finalement tout ce qui relève de modèles de correspondance. Ce descriptif de la figure me semble proche d'une représentation de type analogique, telle que l'explore l'anthropologue Philippe Descola, dans Par-delà nature et culture, un livre de 2006, je le cite. 2 points. Bref, l'analogisme est un rêve herméneutique de complétude qui procède d'un constat d'insatisfaction. Prenant acte de la segmentation générale des composantes du monde sur une échelle de petits écarts, il nourrit l'espoir de tisser ces éléments faiblement hétérogènes en une trame d'affinité et d'attraction signifiante, ayant toutes les apparences de la continuité. Ainsi, que ce soit la figure ou la représentation analogique, elles seraient des moyens de produire des représentations par correspondance et par projection entre différents niveaux qui seraient initialement segmentés, afin de les cimenter et de donner l'illusion d'une continuité. Celle-ci serait en général objectivée sous la responsabilité d'une entité supérieure, qu'elle soit divine ou politique. Les diverses formes de figures appartiendraient à des domaines aussi éloignés que les religions, les systèmes de divination, les autels d'ancêtres, les mandalas, les médecines non scientifiques, les numérologies. Par rapport à un descriptif du concept, au moins par différenciation de la notion de figure, je cite un passage de Deleuze-Guattari. 2 points. Le concept n'est pas paradigmatique, il est syntagmatique, pas projectif, mais connectif, pas hiérarchique, mais vicinal, pas référent, mais consistant. Le concept, je cite encore, 2 points, n'a pas de référence, il est autoréférentiel, il se pose lui-même et pose son objet, en même temps qu'il le crée. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans des détails trop précis, je peux simplement signifier qu'il s'agit bien de ce concept qui est construit dans une relation de type sujet-objet, où le sujet construit l'objectivité de son objet, au travers d'un schéma analytico-intuitif que l'on appelle couramment concept. Une fois qu'a été déterminé ce que serait le concept et ce que serait la figure, est-il possible d'en tirer une quelconque conclusion par leur comparaison réciproque? En suivant Deleuze-Guattari, cela n'a pas d'intérêt. Je les cite. 2 points. La plupart des tentatives pour assigner leurs différences expriment seulement des jugements d'humeur qui se contentent de dévaloriser l'un des deux termes. Tantôt l'on donne au concept le prestige de la raison, tandis que les figures sont renvoyées à la nuit de l'irrationnel et à des symboles. Tantôt on donne aux figures les privilèges de la vie spirituelle, tandis que les concepts sont renvoyés au mouvement artificiel d'un entendement mort. Certes, il y aurait une séparation entre concept et figure, mais il n'y aurait pas une réelle opposition entre les deux. D'ailleurs, il ne serait pas possible de les dialectiser sans les caricaturer les uns par rapport aux autres. Se poser la question d'une comparaison entre ces deux modèles s'apparenterait à une guerre d'opinion sans réponse. Soit se positionner contre la rationalité en dévalorisant le concept, soit se lever contre l'irrationalité en dévalorisant la figure. De la même manière, il y aurait un conflit demandant de choisir, soit pour la religiosité et la spiritualité en valorisant la figure, soit contre l'occultisme en valorisant le concept. Cela ressemblerait bien à une guerre sans fin, qui peut se réagencer en fonction des intérêts de protagonisme belliqueux, qui peuvent agiter des oppositions qui jamais ne pourront se solutionner, mais qui peuvent juste produire des faux problèmes et des tensions infinies. Comme son nom l'indique, le propos du chapitre Géophilosophie serait de définir la relation entre milieu géographique et philosophie. En se différenciant de ce qui était devenu un lieu commun au XIXe siècle, Deleuze-Guattari ne suppose pas que la philosophie devait nécessairement naître, qu'elle était l'objet d'une sorte de révélation d'apparition d'une vérité que l'on puisse appeler raison. Pour ces auteurs, l'apparition de la philosophie est contingente. Je les cite. 2 points. Bref, il y a bien une raison de la philosophie, mais c'est une raison synthétique et contingente, une rencontre, une conjonction. Le principe de raison tel qu'il apparaît en philosophie est un principe de raison contingente. Il n'y a d'histoire universelle que de la contingence. Pourrais-je, avec Deleuze-Guattari, dire que la philosophie n'est qu'un type anthropologique, au même titre que la pensée de l'Inde ou de la Chine? Peut-être que la réponse serait oui, dans le sens où les histoires des peuples et de leurs pensées naissent par hasard. La formulation des auteurs est précise, la pensée orientale serait pré-philosophique et la philosophie serait constituée à un moment donné. L'invention de la philosophie serait donc nécessairement une déclinaison à partir d'une non-philosophie.
l'événement aurait eu lieu en Grèce. Je les cite. 2 points. Ce que nous nions, c'est que la philosophie présente une nécessité interne, soit en elle-même, soit chez les Grecs. Et pourtant, la philosophie fut une chose grecque, bien qu'apportée par des migrants. Il n'y aurait pas une essence grecque ou occidentale, mais il y aurait une construction historique qui a donné la philosophie grecque, et aurait amorcé une histoire de la philosophie qu'on ne peut aujourd'hui nommer autrement qu'occidentale. Néanmoins, serait-il possible de mettre sur le même plan la philosophie issue de la Grèce et les pensées issues d'un autre fond culturel ? Certainement pas d'après Deleuze-Guattari, car il y aurait une différence de nature entre le concept et la figure. En resserrant de telle manière la philosophie, elle se restreindrait uniquement à la pratique langagière très précise que serait l'invention de concepts. Dès lors, les autres domaines de la pensée ne pourraient produire de la philosophie qu'à partir de leur propre négation, qu'à partir du moment où ils se remettraient en cause. Deleuze-Guattari donne pour exemple le christianisme. Je les cite. 2 points. Peut-être la pensée chrétienne ne produit-elle de concepts que par son athéisme, par l'athéisme qu'elle sécrète plus que toute autre religion. Dans ce texte s'installe un drôle de paradoxe, où la séparation entre concept et figure est inévitable, et la tentative d'un déplacement vers l'autre borne obligerait à sa propre mutilation. Je les cite. 2 points. Encore faut-il constater que les religions n'atteignent pas au concept sans se renier, tout comme les philosophes n'atteignent pas à la figure sans se trahir. Dans les tentatives d'échange entre le philosophe et le non-philosophe, il y aurait ce sentiment de perdre quelque chose de sa propre cohérence, de son propre prestige. À moins d'être extrêmement sceptique et de penser fortement que les identités sont de simples constructions ne reposant sur rien d'objectif, le rapport entre le philosophique et le non-philosophique est terrible pour tout le monde. Le risque d'ouverture à la non-philosophie serait d'avoir une perte de la cohérence interne de la philosophie, et parallèlement pour le non-philosophique, il risquerait de ressentir une infériorité en étant exclu d'un domaine si valorisé. Et de là réside peut-être la cause de ce sentiment de supériorité du fond grec sur les autres fonds de pensée. L'héritage de ce fond grec s'est historiquement propagé, en particulier sous ce qu'on appelle l'Occident moderne, au moyen des inventions techniques, de la colonisation et aujourd'hui de la démocratie, avec un véritable sentiment de supériorité. Je cite ce terrible passage de Deleuze-Guattari concernant l'Europe moderne. 2 points. La combinaison dans les Grecs eurent l'initiative, l'impérialisme démocratique, la démocratie colonisatrice. L'Européen peut donc se considérer non pas comme un type psychosocial parmi les autres, mais comme l'homme par excellence, ainsi que le grec l'avait fait, mais avec beaucoup plus de force expansive et de volonté missionnaire que le grec. En plus de ces oppositions guerrières entre philosophie et non-philosophie, un deuxième phénomène m'apparaît tout aussi ambigu. Il y aurait entre les concepts et les figures des formes très ressemblantes. Il y aurait de troublantes affinités, d'après les mots de Deleuze-Guattari, mais il n'y aurait pas d'équivalence. Je les cite. 2 points. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les figures tendent vers des concepts au point d'en approcher infiniment. Les figures peuvent tendre vers le concept, mais ne seront jamais entièrement des concepts. Il y aurait alors à nouveau une séparation entre le concept philosophique et les productions extra-occidentales qui seraient pré-philosophiques. Néanmoins, les critères de différenciation ne sont pas explicités. Je cite les auteurs. 2 points. On ne voit pas très bien ce qui distingue le stade anté-philosophique d'Orient et le stade philosophique de la Grèce, puisque la pensée grecque n'est pas consciente du rapport au sujet qu'elle suppose sans savoir le réfléchir. Ce fameux passage du pré-philosophique au philosophique est plus que flou. Situer les concepts comme émergeant d'une relation de type sujet-objet avec un sujet réflexif supposé libre pose déjà des difficultés concernant la Grèce antique, car à cette période ce type de structure mentale n'était pas formulé. Plutôt que de supposer que les Grecs étaient des sujets libres sans le savoir eux-mêmes, d'après l'exemple 7 dans Géophilosophie, ce serait Heidegger qui serait arrivé à reformuler ce qui séparerait à sa naissance le philosophique du non-philosophique. Plutôt qu'un sujet-objet comme chez Hegel pouvant librement et objectivement statuer sur l'essence des choses à travers un concept, ce serait dans la différence entre l'être et l'étant que se situerait le concept. Je cite Deleuze-Guattari, 2 points. Le propre du grec est d'habiter l'être, et d'en avoir le mot. La Grèce aurait eu la chance d'avoir le verbe être, ce qui n'est pas le cas des penseurs appelés orientaux. Je cite encore. 2 points. Aussi, l'Orient n'est-il pas avant la philosophie, mais à côté, parce qu'il pense, mais ne pense pas l'être. Dans une note de ce texte, se trouve une citation de 1985 de Jean Beaufret, très explicite. La voici. 2 points. La source est partout, indéterminée, aussi bien chinoise, arabe qu'indienne, mais voilà, il y a l'épisode grec. Les Grecs eurent l'étrange privilège de nommer la source « être ». De ce chapitre se nommant Géophilosophie, je retiendrai 2 idées.
La première est que Deleuze-Guattari tente de déterminer ce que devait être la naissance de la philosophie, et par là même séparerait ce qui est philosophique de ce qui n'est pas philosophique. De par mes lectures, j'étais habitué à l'idée historique, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un avant et un après, ce qui a été appelé le miracle grec. Ce pays serait rentré dans son histoire au travers de la philosophie, et les autres cultures seraient restées hors de l'histoire, ou plutôt en préhistoire par rapport à la Grèce. C'est bien ce que l'ethnographe a souvent raconté au XIXe et au XXe siècle, quand il étudiait les cultures extra-européennes. Elles seraient toujours identiques à elles-mêmes, dans un temps circulaire, hors de toute forme de modernisation ou de dialectisation. Elles seraient des groupes ethniques traditionnels et anhistoriques. Sous le terme géophilosophie plutôt que d'histoire de la philosophie, la question de la naissance de la philosophie se déplacerait du temporel à la notion de milieu, de l'histoire à la géographie. Un glissement s'opérerait. Les autres pensées ne seraient pas pré-philosophiques, ne seraient pas pré-socratiques, ne seraient pas d'avant, mais elles seraient plutôt d'ailleurs. Chaque langue serait alors une maison, pour reprendre l'image heideggerienne, qui aurait sa propre histoire au travers de ses propres mots. Si cette géographisation, cette territorialisation de la pensée peut nous éviter de rendre supérieurs des processus historiques à d'autres, ce serait alors une bonne nouvelle. Mais il y aurait un nouveau prix à payer. Il semble maintenant qu'il y aurait une séparation des langages. Il serait dès lors théoriquement impossible de nous comprendre mutuellement sans apprendre la langue de l'autre. La traduction deviendrait probablement un outil obsolète. En suivant Deleuze et Guattari, la séparation entre philosophie et non-philosophie aurait avec Heidegger glissé du temporel, c'est-à-dire de l'opposition historique-anhistorique, vers le spatial, c'est-à-dire l'opposition entre l'ici et l'ailleurs. S'agit-il d'une évolution positive ? J'en doute. En tout cas, la séparation des modèles critiques, entre le concept et la figure, est bel et bien maintenue. Tenter d'appréhender ce que serait la représentation d'une culture extra-occidentale au travers du domaine de la philosophie amène à de sérieux paradoxes qui me paraissent insurmontables. Une séparation advient, qu'elle soit historique ou géographique, et il me semble que le gouffre infranchissable ne se réduit pas, et qu'aucune passerelle ne tienne le coup. Je vais devoir tenter d'oublier cette prétendue supériorité de la philosophie, tenter d'estimer qu'elle n'est qu'un simple anthropologisme, équivalent à d'autres formes de pensée, essayer de savoir ce qu'il m'est permis de représenter de la compréhension d'une pensée non philosophique. Il va me falloir m'intéresser à ces spécialistes des autres cultures, ceux que l'on appelait orientalistes dans une autre période, mais qui aujourd'hui ont le souci des erreurs qu'ils peuvent commettre. Je vais devoir tenter par exemple de voir ce que la sinologie nous dit de la possibilité de la représentation de la pensée chinoise, et si elle s'estime capable d'accomplir sa tâche de traduction, d'une transposition de textes issus d'une antiquité venant d'ailleurs, ou s'il faut accepter une séparation pure et simple des critiques.